Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Bonjour la Bib. Bonsoir Margot, effectivement, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes sur votre émission Face à elle et bien entendu sur votre radio préférée LFM. Et ce soir, comme d'habitude, pour m'accompagner pour cette interview, j'ai Annette Polvast. Bonsoir Annette. Bonsoir la Bib. Et naturellement, quand il y a Annette, il y a naturellement Pierre Cardot. Pierre, Évidemment, bonsoir. On est presque paxé. Ce soir, on reçoit Michel Vialet, maire de Mantes-la-Jolie. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de l'FM. On va parler avec vous naturellement des Roms, on va parler du gouvernement, on va parler de l'Opivant, on va parler du retour de Pierre Bédier aujourd'hui notamment au Conseil Général, on va parler des municipales et puis on va parler aussi de l'ensemble des projets à venir pour Mantes-la-Jolie. Mais avant, on a notre coup de gueule, coup de cœur habituel. Et je crois que Pierre, vous avez un certain nombre de coups de cœur et de coups de gueule. Oui, alors je vais essayer de ne pas me mélanger les pieds. Bon, d'abord, j'ai un petit coup de cœur, c'est pour François Bayrou, qui jusqu'à présent était en manque de Pau. Parce qu'il y a la maire socialiste de Pau qui ne se représente pas et il a beaucoup d'espoir de récupérer Pau. Voilà, bon, ça c'était pour un petit peu de rigolade. Sinon, ça concerne l'endettement de la France. Monsieur de la Palisse n'aurait pas fait mieux que Pierre Moscovici, puisqu'il nous annonce que l'endettement va atteindre un maximum et qu'ensuite ça décroîtra. Mathématiquement, ce serait difficile de faire autrement. Mais bon, voilà. Sinon, concernant Air France, j'avoue que là, on parle souvent d'avoir... C'est assez coquet d'ailleurs l'histoire d'Air France. Ah oui. Alors on parle souvent d'avoir de l'or en barre. Air France peut s'éliciter, lui, d'avoir l'or qui se barre. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'elle devait faire du fret avec des lingots qu'elle devait transporter et il y a 50 kilos qui ont disparu. Voilà. Donc, c'est une façon de transporter les choses. Ça fait quand même une petite somme de 1,6 million d'euros. Ah ben oui, je ne parle pas dans le micro. Je parle vraiment dans le micro, Pierre. Oui, mais j'essaie de lire mes notes en même temps, c'est dur. Alors sinon, c'est l'âge aussi. Oui, c'est l'âge. Excusez-moi, oui. Mais c'est pas encore Alzheimer. En France, Alzheimer, c'est sa journée aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Écoutez, vous commencez fort là, messieurs, quand même. Hein. Allez, continue, Pierre, te laisse pas déstabiliser, va. Allez-y, Pierre. Je vais finir par oublier. En France, il paraît que ce sont les poulets qui font la loi. Ben, figurez-vous que normalement, ils freinent les excès de vitesse. Dans l'Oise, à Villotran, ce sont les canards. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils traversent la rue? Non, parce que, faute d'avoir les moyens financiers de se financer des dodanes et des chicanes, le maire de cette ville dans l'Oise s'est payé un nouveau panneau indicateur. Vous imaginez lequel? Oui. Attention canard. Oui, attention canard, oui. Parce qu'en fait, il a réinstallé des palmipèdes dans les 3 mares du village. Et on pourrait dire, pour la morale de l'histoire, les chauffards, il y en a marre, maintenant on canarde. Bon. Annette, à vous. Coup de cœur, coup de gueule. Alors moi c'est plus sérieux que Pierre. Moi, oui. Ben, j'en ai une autre, hein, mais ce sera pour la fin. Ça va te faire rire. Allez-y, Annette. Allez, Annette, je dis après toi. D'accord. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est pour l'entreprise de Spanghero. Les frères Spanghero avaient monté une entreprise et l'avaient revendue ensuite à des gens pas très honnêtes qui ont utilisé du cheval au lieu du bœuf. Et... je trouve qu'ils ne sont pas tout jeunes et malgré tout, ils reprennent leur entreprise et leur nom. Ils vont relancer l'entreprise avec de la viande de bœuf comme c'est annoncé. Et je trouve que c'est un joli geste de courage et de solidarité vis-à-vis de leurs salariés pour éviter le chômage dans leur région. C'est aussi une belle affaire en matière de business. Oui, mais il faut avoir le courage de reprendre ça alors qu'ils ont été vilipendés et votre violemment. Coup de gueule? Alors, mon coup de gueule, c'est quelque chose qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure. C'est un problème difficile, brûlant, chaud, c'est les Roms. Mais ce n'est pas à propos des Roms. On va revenir sur les Roms après. Oui, mais c'est juste la façon dont on aborde les uns et les autres le problème des Roms. Entre ceux qui les vilipendent complètement, qui les rejettent, qui les accusent de tous les maux, et ceux qui les défendent à tout crin, à becs et ongles, je pense qu'il ne faut pas en remettre une couche. Et il faudrait que l'on soit capable, les uns et les autres, de traiter ce sujet extrêmement brûlant avec beaucoup plus de sérénité. Mais on en reparlera parce que la position du gouvernement de gauche c'est quand même ambigu. Je me souviens à une époque ça dépend des moments. Oui, où ils étaient très très hard avec le gouvernement de l'époque. Si la Bible veut bien m'y autoriser, parce que cette semaine était riche. Autant les semaines d'avant, on avait du mal, mais là, c'est quand même assez costaud. Allez-y, parce que Monsieur Vialet est en train de se dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette émission?
Non, j'écoute avec Ah non, beaucoup mais d'intérêt. voilà, les moi, coups vous de gueule. savez, je lis l'Humanité, Le Monde, Le Figaro, Le Canard enchaîné. Donc tout ça, ça vient de cette revue de presse que je me fais régulièrement. Donc je cite pas toujours l'origine des articles. Bon, mais là, en l'occurrence, j'en ai un qui vient du Canard, mais qui a été repris par l'AFP, Les Échos. Vous savez que il y a un garage près d'Oslo qui a racheté un concessionnaire Nissan en France, 40 voitures électriques. Ah oui, j'ai entendu parler. Et ça lui a rapporté 280 000 euros, payés rubis sur l'ongle par le gouvernement. Oui, parce savez que le pourquoi gouvernement donne 7 000 euros de... Et oui, pour la voilà, prime à au tout véhicule acquéreur électrique. d'un véhicule électrique. C'est pas mal, non? C'est Bon. effectivement pas mal. Belle opération. Bon, ça c'est un Et coup de gueule. La Bible. Alors, coup de cœur, coup de gueule. Ah, moi, en fait, mon coup de cœur, comme mon coup de gueule, c'est la même chose, en fait. Mon coup de gueule, c'est un peu pour le public du club de Nice. Et c'est aussi mon coup de cœur, parce que c'est tellement marrant. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Patrick Bruel en train de chanter à Nice pour l'ouverture du match, pour l'inauguration du stade Allianz Rivera. Ouais. Pendant 10 minutes, il chantait et le public sifflait. Et comme on l'entendait un peu, le public a fait « Qui n'est pas niçois ne saute pas ». Donc ça fait que le public, il sautait et il sifflait. Et à un moment, Patrick Bruel, il leur dit « Vous voulez que je vous fasse une valse populaire ?» Et t'as tout le public qui dit « Non !» C'est à mourir de rire. Il faut vraiment le voir. Bon, on va passer aux choses sérieuses. J'en ai encore une quand même qui est pas mal. Hein. Allez, très vite. Allez, une dernière, celle-là, c'est dans l'Humanité, je crois. Je l'ai trouvée. La municipalité d'une commune dans l'île indonésienne de Sumatra, je ne dis pas le nom parce que c'est imprononçable, elle a souhaité mettre en place un test de virginité pour les lycéennes. Ce test serait nécessaire pour s'inscrire, faire valider ses années d'école et prétendre au diplôme. Dans l'île voisine de Java, le conseil des oulémas prétend inscrire ce test dans la Constitution. C'est pour ça qu'on les appelle les îles Vierges, non? Il y a des chances, on peut se poser la question. Enfin, ceci dit, il y a un problème, c'est pas dans le même coin. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Alors, Mais quelle horreur! On va passer aux choses sérieuses. Ah ben on a le droit on voit actuellement d'ailleurs une polémique sur les Roms. Alors, est-ce que les Roms aujourd'hui sont devenus le bouc émissaire? Oh, pardon. Avant de parler aux Roms, pardon, Annette, elle a parfaitement raison, le portrait de l'invité. Pardon, monsieur le maire. Ah, mais. Ah moi, bah, je alors, suis. tout de même. Enfin, Monsieur le maire. après tout, c'est lui qu'on invite, merde. Bah oui, Pourquoi c'est vous l'invité, c'est pas la Bible qui saute les étages joyeusement. Alors, monsieur le maire, C'est ça, Michel avec les Vialet. Oui, bon. Alors, vous avez plus ou moins 50 ans, marié un fils, mentais, quasiment d'origine. Vous avez été un cadre supérieur à la Caisse d'épargne, l'Écureuil, DRH, puis directeur de la production bancaire. Il faudra nous expliquer ce que ça veut dire. Et comme tout le monde a remarqué dans le Mantois que vous êtes de petite taille, personne ne sera surpris si je dis que vous avez été un basketteur de haut niveau après avoir été un nageur. Puis, ceci, avec l'âge probablement, vous êtes devenu président ASM section basket. Association sportive mantaise. Bah, l'ASM, tout le monde connaît l'ASM Amande quand Les même. habitants de Mantes, oui, mais ailleurs, Oui, peut-être à Mantes, pas. mais enfin, on Bah, est à Mantes-la-Ville sur toute aussi, la on vallée de connaît, Seine, hein, tu sais, il y en a jusqu'à Conflans, hein, dans mon coin quand même, ça existe, hein, il n'y a pas Oui, mais que, il y a Mantes, pas que Mantes. Hein. Mantes, c'est le cas. Ah, Ça y est. vous n'allez pas me chercher des coups dans la Allez-y, Annette, tête. Hein. continuez. Ah, les hommes, alors, aujourd'hui, ils ont... Qu'est-ce que vous avez mangé du cheval? Allez. Vous avez été élu, monsieur le maire, en fait, la première fois, piqué par le virus de la politique en 1995, adjoint chargé des sports avec Pierre Bédier, donc pas vraiment de gauche, UMP, pour être clair. Puis, vous avez été chargé de l'insertion et de l'action civique au sein de cette municipalité. En 2005, vous êtes devenu maire, après la démission de Pierre Bédier, qui avait été touché par le cumul des mandats. Réélu dès le premier tour en 2008, avec naturellement plus de 50% des voix, 51, presque 52%. En 2009, vous êtes élu conseiller général avec Pascal Bédier, l'épouse de Pierre Bédier, avec 59% 59 et des poussières % des voix, face au candidat socialiste Guillaume Kévarec. Qui a enchaîné la défaite d'ailleurs. Vas-y. Ne me perturbez pas. Elle a eu du Monsieur mal déjà à construire son truc, Labitte. hein, bon, voilà. En mai 2013, surprise, choc, tsunami, que dis-je, démission. Démission qui provoque naturellement de nouvelles élections cantonales, anticipées, partielles. Et en juillet 2013, Pierre Bédier redevient le conseiller général du canton de Mantes-la-Jolie.
Ai-je bien résumé votre parcours, Monsieur Oui, Vialet? même s'il a été élogieux à certains moments, enfin basketteur de haut niveau régional. Mais c'est déjà pas mal. Pas mal. Mais c'est Pas un mal. peu politique. Vous monsieur. savez, Mais c'était voilà. Peu importe. Mais j'en c'est profite d'avoir parce été à ce que niveau. j'ai vu que dans vos coups de cœur, vous n'avez pas relevé que la France, pour la première fois, avait gagné l'Euro. Alors ce sera mon coup de cœur du jour. Bravo. Très juste. J'ai bien gagné les championnats académiques du 100 mètres à une époque, parce que j'étais le seul à la dernière compétition. Alors, on va parler de L'essentiel est de participer, nous le savons tous. Hein. On va parler de choses sérieuses, les Roms. Hein. Est-ce que les Roms sont devenus aujourd'hui les boucs émissaires de la société française, comme l'ont été à une époque, comme le sont les musulmans aujourd'hui aussi, mais comme l'ont été à l'époque des Polonais, des Italiens et compagnie. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est l'ère des Roms qui est arrivée? Écoutez, je n'en sais rien. D'ailleurs, j'entends comme vous ce que ici ou là on répète sur les médias. Moi, je constate qu'en tout cas, on ne me parle peu des Roms dans le Mantois, probablement parce qu'il y en a peut-être moins qu'ailleurs. Mais je pense que le sujet essentiel, Ça va pas durer. ça va Je pas veux dire durer. pourquoi. Mais je pense que le sujet essentiel, c'est pas forcément celui-là. Le sujet essentiel, c'est il y a des lois, il est nécessaire qu'elles soient respectées. Qui que ce soit, qu'on soit Rome, qu'on soit d'autres origines, on se doit de respecter les lois. À partir de là, je pense que c'est pas bon de mettre l'amalgame sur tel ou tel au motif qu'ils n'auraient pas forcément les mêmes cultures que nous, parce qu'ils ont une culture plus nomade que la nôtre. Il n'y a pas de raison objective à ce qu'ils soient plus maltraités que d'autres. Ah, moi j'ai bien envie de vous poser une question, et je vous la pose à tous d'ailleurs. Est-ce que Manuel Valls, en faisant ça, ne joue pas volontairement l'étiquette Front National de manière à affaiblir l'UMP aux prochaines élections municipales? Parce qu'il revient sans cesse sur ces questions qui mettent de l'eau au moulin au Front National. Alors, moi, je peux quand même Monsieur citer le maire. quelques déclarations de Manuel Valls, un peu Allez-y. contradictoires. Parce certainement. que les dernières de cette année, c'est « Il est illusoire de penser qu'on réglera le problème des Roms à travers uniquement l'insertion. » Bon, pourquoi pas? Ils ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Bon, il ne faut pas sortir de Polytechnique pour exprimer ce genre de choses, puisqu'ils sont plutôt, je dirais, vie nomade, souvent plus que sédentaires. Mais bon, à part ça, ils ne souhaitent pas s'intégrer. Là, ça devient plus inquiétant. De notre pays, pour des raisons culturelles ou parce qu'ils sont dans les mains de réseaux versés dans la mendicité ou la prostitution. Et ensuite, il exprime qu'il partage les mots du Premier ministre roumain quand il dit « Les Roms ont vocation à rester en Roumanie ou à y retourner ». En 2012, pourtant, il relayait François Hollande quand il exprimait « On ne peut pas continuer à accepter que des familles soient chassées d'un endroit sans solution ». De même, quand Brice Hortefeux a sorti une circulaire concernant les Roms, il l'a qualifiée de circulaire de la honte. On parle bien du même. Quant à Anne Hidalgo, elle pourrait bien, hélas, faire qu'il y ait plus de Roms à Mantes bientôt, puisque Paris ne doit pas être un campement géant pour les Roms. Donc on suppose que s'ils ne peuvent pas rentrer en Roumanie, ils vont s'éclater ailleurs. Monsieur le maire, est-ce que j'exagère, mais à peine. Et là, c'est une question de fond. Est-ce qu'aujourd'hui, Manuel Valls, sa mission au sein du gouvernement, c'est pas aussi de faire monter le Front National? Je ne sais pas si c'est sa mission, ça lui peut y répondre. Mais en tout cas, je constate qu'il fait beaucoup de communication dans un sens, dans un autre, mais je ne vois pas beaucoup d'efficacité. Qu'il s'agisse de la sécurité en général, qu'il s'agisse des Roms, ou en tout cas de ce qu'il indique être ses objectifs, quels que soient les sujets, où sont les résultats? Vous avez vu quelque chose qui a changé à Marseille? Vous avez vu quelque chose qui a changé dans les zones de sécurité prioritaires? Vous avez l'impression que les gens que vous rencontrez au quotidien se sentent plus en sécurité? Moi, en tout cas, c'est pas ce que j'entends au quotidien de la part de tous. Est-ce que quelque part, Manuel Valls ne fait pas du sarkozysme? Ah, écoutez, ça Parce que c'est tout dans la com, de ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, vous savez, je je ne parle pas du passé, je parle de ce que je vois au jour d'aujourd'hui, et surtout de ce qu'on nous prépare pour demain. C'est la seule chose qui m'intéresse. Et au jour d'aujourd'hui, je vois que rien ne s'améliore en termes de sécurité. On est dans la continuité de Nicolas Sarkozy, tout dans la com. Moi, je veux bien, mais franchement, il sait très bien que tout ce qu'il est en train d'exprimer, il peut causer, ça ne changera rien. On arrive au 1er janvier 2014. On a un Front National qui est bien plus important, Pierre. Oui, d'accord. Mais il fait, pour l'instant, c'est du tigre de papier. C'est ce qu'on disait de Pasqua à une époque par rapport au fait qu'il allait effrayer les délinquants, terroriser les terroristes. Oui. Là, on a quand même un accord au 1er janvier qui fait qu'ils pourront s'installer en France pour travailler.
Donc là, il y a un certain nombre de barrages dont Oui, nous ne parce parlons que- pas. Oui, mais En réalité, c'est l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie auquel Pierre fait référence. Et c'est C'est-à-dire pour cela, qu'il y a un petit verrou qui saute, bien sûr. avec bien Ouais. sûr un certain nombre de précautions que peuvent prendre les États. Encore faudrait-il qu'ils les précisent. Et pour l'instant, je ne vois rien venir là-dessus. Enfin, je ne sais pas, toi, tu connais le sujet. Il y a Annette. le Annette. problème pour ces pays qui vont avoir libre circulation à travers tout l'espace Schengen, même s'ils n'en font pas partie, c'est que ce sont des gens qui peuvent venir travailler à condition qu'ils aient effectivement un emploi qui leur est proposé. Moi, je ne vois pas très bien comment on peut proposer, comme ça, ex abrupto, des emplois à des personnes qui arrivent, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, et on ne sait pas où ils vont aller, et on ne sait pas comment on va les accueillir. Donc là, il y a vraiment une nécessité de préciser absolument comment ça va fonctionner. Ceci dit, moi, je placerais le problème des Roms pas seulement au niveau de la sécurité ou de l'ordre public. Je placerais aussi le niveau de ces gens, hommes, femmes et enfants, au niveau de la santé publique et de la salubrité. Quand on voit comment ils vivent, peu importe comment ils en sont arrivés là. Quand on voit comment ils vivent, c'est vrai que c'est difficilement acceptable. Je fais abstraction de tout le reste. Je me place d'un point de vue purement humain. Vas-y, monsieur. Je pense que tout à l'heure, je disais en préambule que quand dans un pays on avait des règles, ce qui était essentiel, c'est de les respecter. En même temps, lorsqu'elles ne sont pas adaptées ou lorsqu'elles sont mauvaises, il faut les faire évoluer. On vient de parler à l'instant de Manuel Valls, pardonnez-moi, mais tout ce qu'on fait en termes de réforme au niveau de la justice va pas du tout dans le sens de la sécurité. Je rencontre des professionnels de la police qui sont extrêmement inquiets et puis qui sont fortement démotivés. Donc je pense que tout ça est d'un climat qui ne viendra certainement pas rassurer nos différents concitoyens. Mais c'est pas inquiétant quand même dans ce gouvernement que en permanence il y ait des conflits, enfin il y a toutes les semaines quelque chose avec Manuel Valls, avec Taubira, avec Il y a Duflot, sur avec les Fabius, impôts, avec oui. Mosconi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas face à un gouvernement où il y a peut-être trop de fortes personnalités et peut-être pas un chef de l'État qui en a suffisamment? Je pense que sur votre jugement sur le chef de l'État, vous avez tout à fait raison. Je ne veux pas reprendre les qualificatifs que d'autres de ses amis lui ont donnés, mais on voit bien pas un que jugement, c'est uniquement une analyse. J'étais juste en train de reprendre les propos que vous évoquiez. Je pense qu'au sein de ce gouvernement, déjà, il y a tellement de voix dissonantes que je ne sais pas comment est-ce que les Français peuvent se raccorder une ligne de conduite qui serait portée par la France. Et je pense que c'est dramatique parce qu'on est dans une situation un peu morose, on a besoin d'espoir et on voit que ça part dans tous les sens au plus haut niveau. Quand on n'a pas les moyens de pouvoir agir de façon personnelle sur la politique nationale, on se dit qu'on est très très mal barré, puisque ça part dans tous les sens. Ça, c'est la première chose. Et puis une autre chose, on ne me retirera pas de l'idée que des fois, on a des petits conflits comme ça au sein du gouvernement. C'est bizarre, c'est toujours au moment où il y a des gros sujets importants qu'on n'a pas envie d'évoquer. De façon, est-ce que c'est une opération de com supplémentaire? Allez savoir. Sur fond de... Parler de quel sujet? Je ne sais pas, la fiscalité, le budget. En ce moment, il y a une potion extrêmement amère qui nous arrive. Et finalement, si on en parle moins parce que les médias sont emparés de la dernière dispute entre un ministre et l'autre, ma foi, ça ne fait pas très sérieux, mais ça évite de parler des sujets qui préoccupent tout le monde. Mais c'est pas la première fois. Je vous le confirme. C'est pas la première fois qu'il y a des positions complètement contradictoires entre le ministre de l'Intérieur et la ministre ou le ministre de la Justice. Mais il y a pas quand même, c'est dans tous les conflits quand même. C'est un grand écart qui fait que les adducteurs doivent être luxés depuis longtemps. On reconnaît bien les sportifs là. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que on a un président de la République qui parle de poste fiscal l'année prochaine, qui est repris ensuite par un ministre qui dit que non, c'est pas l'année prochaine, c'est la suivante. Bien sûr. Après, on dit non, mais les impôts n'augmenteront pas. Quand on regarde les recettes liées aux impôts, on constate qu'il y a quelques milliards quand même de recettes supplémentaires l'année prochaine. Donc, à moins d'un miracle, on ne voit pas très bien comment ça peut augmenter sans qu'il y ait une pression qui augmente. Enfin bon. Et un transfert aux collectivités locales. Oui, et puis une augmentation de la TVA qui passe discrètement. Quand ils s'y sont opposés si violemment, quand on envisageait de réduire à une époque, me semble-t-il, dans un autre gouvernement, les charges sociales des entreprises pour les rendre plus compétitifs par rapport à l'étranger sur la TVA. Bon, ils le font sans le dire, sans pour autant réduire les charges des entreprises, quoi qu'ils affirment. Donc, on est dans un moment où je comprends que les Français soient désorientés, parce qu'on leur a chanté que la crise, c'était quasiment lié à une politique menée en France. Et aujourd'hui, après un an de pouvoir, on donne l'impression que finalement, on ne maîtrise rien. Ce qui est relativement vrai dans la mesure où
La grande économie, c'est pas le politique qui C'était l'amène. prévisible, puisqu'on leur a menti effrontément. Donc, Oui. Moi, j'ai envie de j'ai vraiment Allez, envie de Annette, vous poser une question. C'est que, vas-y, attendez, réagis. c'est qu'on a quand même pas de commandant à bord à l'intérieur. Et puis à l'étranger, sur l'histoire par exemple de la Syrie, où Fabius a poussé Hollande à durcir le ton, et puis finalement on passe pour les guignols de l'histoire, puisque au final tout se négocie en décalant la France totalement du sujet. Est-ce que, on n'a pas de commandant à bord ni à l'intérieur ni à l'extérieur en fait. Moi, messieurs, non. Je vous trouve particulièrement Virulent. sévère sur ce point-là. Vous semblez tous oublier une chose, c'est que François Hollande n'est pas responsable de la crise qui touche la France. Il n'est pas responsable à lui tout seul du déficit de la France. C'est vrai, il n'est même pas responsable de son élection présidentielle. C'était pas lui qui était prévu. Non, Ouais. toi, je vois bien où tu vas m'emmener. Oui. Je n'irai pas sur ce terrain glissant. Bon, d'accord. C'est raté. Bon, Annette, Oui. elle marche pas. tout le monde parle de la crise, mais la crise, elle ne touche pas toute la planète. Il y a des endroits qui ne sont pas touchés. Regardons un peu du Même côté les du pays Pacifique. émergents commencent à être touchés. Regardons du côté du Pacifique. Mais surtout, on n'accable pas François Hollande de la responsabilité de la crise qui, à un moment donné, vient toucher la France, parmi l'Europe, parmi l'Occident. Là où il a sa pleine responsabilité, c'est quelles sont les décisions, les axes, les orientations qu'il prend pour faire que notre pays ne souffre pas ou souffre moins de cette crise. Or, il prend des décisions qui sont contre-productives, qui sont à contre-courant et qui viennent certainement nous poser encore, dans les années qui viennent, encore plus de problèmes. Nous allons reculer sur le plan mondial. Enfin, nous sommes les seuls à alourdir le coût du travail. C'est quand même fou. Alors que toutes les expériences ont montré que si on veut un pays qui soit dynamique économiquement, eh bien, c'est surtout pas les décisions qu'il faut prendre. Pierre venait de dire à l'instant, plus de fiscalité, on sait que c'est pas la recette. On a dit qu'il fallait moins de dépenses, il fait exactement le contraire. On part dans le mur et on n'a absolument pas touché à tout ce qu'est le coût du travail. On va arrêter dramatique. de faire souffrir notre collègue. Je ne fais souffrir personne, je donne mon opinion. On va parler des choses plus locales. Oui, on va parler. Oui, justement. Voilà. Mais avant de parler, pardonnez-moi, mais je veux juste terminer sur ce que je disais par rapport à ce qu'est le coût du travail, parce que moi, ce que je rencontre au quotidien ne me parle que d'une chose, j'allais dire de deux choses. L'emploi, pour ceux qui n'en ont pas, le pouvoir d'achat pour ceux qui en ont. Or, il est dramatique qu'on ne se préoccupe pas de cette dimension-là. Et ils en parlent du pouvoir d'achat. Ils n'en font rien. Le pouvoir d'achat régresse partout. C'est dramatique. Pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas d'être dans l'incantatoire, il faut être dans les décisions, il faut légiférer de façon à faire que nous soyons plus compétitifs. On va parler de choses plus locales, entre guillemets, et je voudrais vous faire réagir sur la décision qui a été prise lors du comité départemental de l'UMP, qui a approuvé à l'unanimité une proposition de retirer Dominique Braille de l'UMP, en tout cas de l'exclure de l'UMP. Et cette proposition qui a été approuvée à l'unanimité va être portée auprès du bureau national de l'UMP. Vous en pensez quoi? Oui, d'ailleurs, elle va être portée par Gérard Larcher et Valérie Pécresse et Alain Schmitz, président du Conseil général, c'est-à-dire par la présidente de la Fédération, le président du Conseil général, celui qui a présidé aux destinées du Sénat et que tout le monde connaît. Et je pense que si ces trois éminents personnes vont porter la parole du comité départemental qui, vous l'avez rappelé, s'est prononcé à l'unanimité sur ce sujet, c'est que les motifs, le comportement de Dominique Braille fait qu'il s'est clairement mis en marge de l'UMP. Il suffit de regarder ce qu'a été ses déclarations. Sur le sujet, sur l'exclusion, écoutez, moi je pense que c'est quelque chose qui nous permet de toute façon de s'inscrire dans l'avenir. Je pense que le passé, si vous voulez, m'importe peu. Ce qui est important, c'est de regarder quelles sont les conditions qui feront que demain, nous serons en situation de fonctionner. Je pense qu'on ne peut pas se réclamer d'un parti, c'est-à-dire de quelque chose qu'on doit partager en son sein, et puis aller complètement contre les orientations, les accréditations, je ne trouve plus le nom, qui ont été prises à un moment donné sur un candidat.
Vous pensez qu'il a une attitude kamikaze, si je puis dire, c'est ça? Je ne sais pas, je ne veux pas qualifier son attitude, ça le regarde. Aveuglement. Moi, vous savez, le passé m'importe peu. Lors de cette réunion de mardi ou mercredi soir, le comité départemental a aussi créé une commission qui doit statuer sur certains cas difficiles en matière de tête de liste aux prochaines municipales, dont Andrézy et d'autres. Et comme par hasard, dans cette commission, on l'a ouvert aux anciens parlementaires, c'est-à-dire aux anciens députés. C'est pas un retour aux manettes de Pierre Bédier? Écoutez, moi, je ne sais pas qualifier cela. Je n'ai pas forcément en tête ce qu'étaient les autres comités de validation, les moments qui ont été... les organisations qui étaient là. Je pense que de toute façon, ensuite, toutes les validations qui ont été faites, toutes les investitures, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, l'ont été présentées au comité départemental aussi. Lorsque, au mois d'avril, ça devait toutes être n'ont pas été tranchées. À ce jour, lorsqu'au mois d'avril dernier, il s'est agi de choisir les investitures pour les villes de plus de 40 000 de Mantes-la-Jolie, eh bien, on les a présentées devant le comité départemental, et le comité départemental a donné son accord à tout cela. Donc, qu'il y ait une commission qui vienne les préparer et finalement se doter et s'entourer de l'expérience de chacun ne me semble pas une mauvaise décision, au contraire. Oui, on peut se poser la question quand même, pourquoi les députés et pas les sénateurs? C'est seulement avec les pierres qu'on fait carrière. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien direct du fait que si on l'avait ouvert aux sénateurs, Dominique Braille aurait pu y postuler en attendant la décision du comité national? Écoutez, moi, je ne suis pas là pour pouvoir répondre à cela. Vraiment, ce qui m'importe, c'est qu'on choisisse les meilleurs candidats. Et je pense que tous ceux qui seront, j'ai toute confiance dans ceux qui seront au sein de cette commission pour pouvoir prendre les décisions d'investiture qui permettront que notre mouvement soit le mieux représenté possible. Et nous en avons besoin. On va passer au municipal, on va passer à la ville de Mantes-la-Jolie. Au fait, votre démission du conseil général, c'est un coup de blues, Pierre, un coup de fatigue? Bien sûr que non. Ah bon. Je l'avais dit dès 2005. Parce que vous savez, je ne suis pas du Montois, moi. C'est vrai. Je suis de l'Est. C'est vrai, voilà. De l'Est du département. En 2005, nous avons, Pierre Bédier et moi-même, dit que nous allions faire un ticket commun, lui au conseil général, moi au niveau de la ville de Mantes-la-Jolie. Nous avons, en 2008, au moment des municipales, présenté de nouveau ce ticket groupé, qui était très clair. Moi, dans les réunions publiques, j'ai dit, si vous votez pour Vialet, il faut voter pour Bédier, sinon ça ne sert à rien. Et il a dit exactement la même chose en sens inverse. Et nous avons présenté un projet commun au Mantais en 2008. Celui-ci a été contrarié un peu en 2009, et donc il était nécessaire de pouvoir porter la voix du Mantois et du canton de Mantes-la-Jolie en particulier, les choses étant ce qu'elles sont, et les sujets étant ce qu'ils sont. Les sujets qui sont des sujets qui dépassent largement le canton de Mantes-la-Jolie, je veux parler de sujets comme Paris Métropole, par exemple, font que nous avons, Pierre et moi, choisi d'organiser en tout cas que je puisse démissionner afin que lui puisse se présenter et bien évidemment que l'on puisse reproposer aux Mantais ce ticket gagnant. Non, je vous titille un peu parce que la Bible après m'accuse de ménager les personnages que nous interviewons quand ils sont de droite. Alors j'en profite pour lui démontrer que c'est faux. Mais moi je vous remercie de cette question qui me permet de le dire et de le répéter puisque je l'avais déjà dit à la presse et même écrit. Vas-y Annette, attaque. Alors moi, libère-toi. Vous êtes vice-président. Ils sont pas tenables ces hommes. Vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération. Oui, je suis le premier vice-président. Voilà. Ça a été un peu rock'n'roll ces derniers temps à la communauté, notamment en ce qui concerne la représentativité et la représentation des différentes communes. Rock'n'roll, il y a un bras de fer entre Mantes-la-Jolie et le reste de la Camille. Voilà, exactement. Alors, où en êtes-vous à la Camille maintenant? Et comment voyez-vous la suite des opérations, puisque les municipales vont arriver? La Camille est une émanation des élus municipaux. Comment voyez-vous la suite des événements sur la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines? Juste un petit retour, puisque vous parliez de la représentativité. Il y a eu un accord local qui a été présenté à l'automne dernier et qui n'était absolument pas représentatif d'un niveau démographique de chacune des communes, du nombre d'habitants. Et j'ai considéré que cet accord cette proposition était tout à fait mauvaise. Et j'ai d'ailleurs organisé un référendum auprès de la population mantaise de façon à ce qu'elle puisse dire
ce qu'était sa voix, sa vision sur ce sujet. La population, dans sa très grande majorité, je rappelle que nous étions à près de 90% à rejeter cette proposition d'accord local, ce qui a donc été confirmé en ce qui concerne Mantes. Et puis, il n'y a pas que Mantes-la-Jolie qui a trouvé que cette proposition était une mauvaise proposition, puisque la commune de Mantes-la-Ville, la deuxième ville-centre de l'agglomération, a pris cette même décision. Cet accord local contre la position du maire. En tout cas, dans sa majorité, contre la position du maire. maire. La décision, effectivement, contre la position du maire, la décision du conseil municipal. Mais c'est important, ce n'est pas une simple délibération. C'est une délibération qui nous engageait sur l'avenir. Or, moi, je n'ai jamais, auprès de la population mantaise, ou en 2008, lorsque j'ai été élu, dit que je refuserais, je ne me battrais pas pour qu'elle soit normalement représentée. Je rappelle que la représentativité de la ville de Mantes est, toute chose égale par ailleurs, quand on regarde le nombre de sièges par rapport aux habitants, n'est loin d'être la première. Nous avons une surreprésentativité des petites communes, c'est comme ça, c'est la loi, au moins un siège par commune, et donc forcément, sur celles qui sont plus importantes, il y a un petit peu moins de représentativité. Le sujet a été tranché, un nouvel accord local a été proposé. Au passage, la ville de Mantes, à qui on proposait 17 sièges, on aura 27. C'est dire quand même que c'était pas juste un détail. Et je pense que le sujet de la représentativité, maintenant, est arrêté. Ce qui est important à présent, c'est les prochaines élections. Parce que les prochaines élections, contrairement aux précédentes, feront que tous les électeurs, en même temps qu'ils choisiront leurs conseillers municipaux, choisiront ceux d'entre eux, ce sera sur le même papier, qui les représenteront au conseil de la communauté. Ça veut dire que l'élection va passer au suffrage direct, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Ça change beaucoup de choses. La troisième chose que je voulais dire à ce sujet, c'est que, notamment à l'occasion de ce référendum, j'ai pris conscience que beaucoup des habitants ne maîtrisaient pas tout ce qu'étaient les compétences qui étaient gérées pour le compte de toutes les communes par l'agglomération. Et Dieu sait qu'il y en a qui ont écarquillé des yeux, parce que certes, l'eau, l'assainissement, ça se passe dans le sol, on ne le voit pas et on estime que c'est normal que ça se passe bien. Mais quand on parle de la gestion des déchets, quand on parle des transports, quand on parle de l'emploi, quand on parle du développement économique, quand on parle du logement, tous ces sujets renvoient à la CAMI. Il est donc capital que nous puissions, puisque nous allons nous engager devant les électeurs, aborder ces sujets, et il nous faudra bien les partager avec d'autres villes, pour que, quelles que soient les éventuelles couleurs politiques, nous sachions ce que nous avons comme projet en termes de transport, ce que nous avons en termes de projet, en termes de logement. Le plus important, c'est le projet. Et donc demain, au niveau de l'agglomération, il y a un grand nombre de sujets qui seront à évoquer, y compris parce que, comme l'argent public va devenir de plus en plus rare, il va nous falloir apprendre à certainement participer de façon plus proche, ensemble, sur une bonne gestion. On va passer au municipal peut-être, Annette, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes et les municipales arrivent. Tout à l'heure, Annette, Parce que pas pu parler, la pauvre. Eh bien, elle parlera sur les municipales. Mais non. Pierre va sentir, une dimension castratrice de la part de... C'est cela, oui. Annette, tout à l'heure, dans sa présentation, disait que vous êtes aux manettes plus ou moins de la mairie depuis 1995. Quel Plus ou bilan moins. vous faites Oui. Pourquoi plus ou moins? Ah oui, c'est-à-dire qu'il n'était pas à la tête précisément, il n'était pas maire, il était adjoint au sport d'après la présentation d'Annette, et je crois que c'est vrai. J'en suis même sûr. Tu peux en être sûr, oui. Je vous confirme que j'ai été élu en juin 1995. S'il vous plaît, confirmez. J'en suis même sûr. Quel bilan vous faites sur les 5 dernières années? Et puis après, on parlera des projets de la ville. Faire un bilan en quelques minutes sur 5 ans, c'est l'assurance d'oublier un certain nombre de choses. Les points forts. Aimablement que faire un bilan aujourd'hui, ça rentre dans ses frais de campagne, vu la période dans laquelle nous sommes. Alors il sera un peu mal placé pour le faire. Voilà, Les on peut parler des points forts projets. Cela dit, je n'ai pas d'action à LFM, et donc... Tout à fait, donc il peut parfaitement mais- s'exprimer. Nous ne sommes pas rentrés encore dans le... Prudence quand même. Non, Oui. on n'est pas encore rentré parfaitement dans la campagne électorale. Plutôt Votre bilan. Les points forts du projet. Mais moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est que les Mantais vont juger aisément de ce qui a été présenté, de ce que j'ai présenté comme programme en 2008, et de ce qui est réalisé, de ce qui va être réalisé. Et mon petit doigt me dit que nous sommes largement au-delà des 90%, avec des sujets qui, certes, n'ont peut-être pas été rigoureusement identiques, et d'autres qui n'étaient pas prévus, qui ont été fortement valorisés. Donc, je pense qu'il faut, pour ne pas oublier des sujets, surtout regarder avec le temps qu'il faudra tout ce qui a été réalisé.
Juste un point quand même, parce que celui-là est capital, c'est le niveau de l'investissement. Nous avons, sur ces dernières années, investi de façon considérable. Ça veut dire que notre moyenne annuelle de près de 18 millions d'euros par an, ça change radicalement avec ce qu'on avait connu dans d'autres mandatures il y a quelque temps, où on était à moins du tiers de cette somme en investissement. C'est pour ça que la ville se transforme, c'est pour ça que la ville de Mantes-la-Jolie est en mouvement. Parce que l'investissement est là, il est productif pour l'avenir. Pierre. Juste une question. Vous avez démissionné de l'Aupivoix. Le logement, c'est un élément important dans la politique beaucoup l'agglomération aussi maintenant. Qu'est-ce qui a motivé votre départ? Comment voyez-vous l'avenir? Parce que c'est un outil important. Je pense que... Alors sûrement, vous avez, je crois, beaucoup d'offices d'HLM et de SHM différents. Oui. C'est pas l'essentiel, mais enfin, dans la vallée de Seine, l'Aupivoix est très présent, dans les Yvelines notamment. L'Aupivoix est très présent également à Mantes, il est dans la vallée de Seine, il est dans les Yvelines. Le sujet du logement est un sujet capital pour le département, mais pour la ville de Mantes, bien sûr, et l'agglomération. Et l'Aupivoix est un bailleur important, puisque je rappelle qu'il a 18 000 logements dans les Yvelines, un peu plus de 18 000, et je ne sais pas dire exactement combien dans la vallée de la Seine, parce que je ne l'ai pas en tête, mais c'est un nombre tout à fait conséquent. Un gros paquet. Un gros paquet, voilà. Pourquoi j'ai démissionné de l'Aupivoix? Lorsque j'ai été nommé président de l'Aupivoix, j'ai d'abord pris un peu plus conscience du fait que je n'étais pas l'ordonnateur. On parle souvent du président du conseil d'administration, on devrait plutôt qualifier le président d'un conseil d'orientation et de surveillance. Puisqu'en réalité, le mandataire social, depuis une réforme qui, je crois, doit dater de 2009 ou 2010, quelque chose comme ça, le mandataire social, c'est le directeur général. Ouais. Or, pour pouvoir fonctionner, lorsqu'on est président, il faut qu'on ait la confiance. Et fonctionner sans confiance, je ne sais pas faire. Et surtout, lorsque l'on voit que, manifestement, il y a un certain nombre d'éléments que l'on vous cache et qu'on ne veut pas vous donner. Alors, quelques indicateurs que vous pouvez forcément voir ici ou là, au travers de ce que peuvent être les budgets qui sont présentés, les comptes de résultats à la fin, montrent que quand même, un grand nombre d'indicateurs s'est détérioré, pour ne parler que de ce qu'est la trésorerie, de ce qu'était le niveau d'endettement. Quand vous voyez qu'on part dans le mur et qu'en plus de ça, on vous refuse l'accès à la réalité de ce qui vous permettrait d'orienter les décisions, j'aime bien le film Le Titanic, mais je n'ai pas envie d'être tout seul à la proue du navire, dans un navire dont je sais qu'il va rentrer dans la banquise, sans savoir à quel moment et avec quelle vitesse il va rentrer. En plus, on ne peut pas vous faire chanter. Exactement. Bon, ça, vous ne savez pas si je n'ai pas un bel organe, Pierre. Je ne me permettrai pas. Enfin, on est à la radio, ça va. Oui, alors, sur les municipales, mars prochain, d'abord, où en êtes-vous sur votre liste? Ensuite, une question... Pardonnez-moi, c'est parce que je pensais que vous alliez rebondir sur l'Aupivoix. Je voulais parler des municipales. Ah, pardon, je veux juste dire que oui, oui, j'ai démissionné, mais oui, il faut qu'il y ait autour de l'Aupivoix certainement des évolutions que j'avais souhaité anticiper, en tout cas j'en avais échangé avec quelques-uns, et je pense que nous sommes l'Aupivoix est le seul office interdépartemental, ce qui pose d'énormes problèmes de gouvernance. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais lorsqu'il y avait, la clarté d'un président qui, parce qu'il y avait la majorité, pouvait piloter l'ensemble, ce n'était pas la même difficulté que maintenant. Je pense qu'il faut que l'Aupivoix puisse... qu'on puisse s'arrêter. Faire la partition. Qu'on fasse la partition par département. Et que le président devienne exécutif. Qu'il ne soit pas un président ne sais pas si sans ça doit être. exécutif. Je ne sais pas. On n'aura pas le problème. Ce serait possible si on était en société et si on n'était pas en HLM. Mais la question ne se posera plus, puisque l'actionnaire de référence deviendra le conseil général, et donc ce sera avec les orientations d'un conseil général qui, par ailleurs, porte financièrement son soutien. C'est un vieux débat. Voilà. Pierre, non, ça va, j'ai la réponse. Si vous êtes d'accord, il reste encore quelques minutes. Vos projets pour la prochaine mandature? Ça, monsieur Edawidi, c'est pas ici que je vais vous dire ce que sera. Vous pouvez bien nous dévoiler quelques débuts de travail. Plus que les projets. Je pense que je ne vais pas vous dire quels sont. Vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas envie de dire.
Il est clair que le programme va continuer à se construire et que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, forcément, il va y avoir un grand nombre de sujets qui vont être des sujets d'agglomération. Oui, alors justement, j'ai une question là-dessus. Étant donné la loi qui a été votée, qui considère que les agglomérations devront se situer aux environs de 200 000 habitants minimum, est-ce que vous avez une idée de la direction dans laquelle la CAMI va être obligée de s'orienter pour atteindre les 200 000 ? Vers chez vous, Pierre, naturellement. Ah ben, je sais pas. De toute Je façon, serais tenté de dire que oui. De toute façon, Pierre a un début de commencement de réponse, puisque en regardant juste à l'ouest, on n'atteint pas les 200 000. Ah non, à l'ouest, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et il y a le sud et il y a l'est. Voilà. Je ne sais pas comment est-ce que la chose se construira. Évidemment, ça appellera à ce qu'il puisse y avoir un grand nombre d'échanges à ce sujet. Mais en tout cas, mon avis personnel est que il y a du sens à ce que ce soit le long de la vallée de la Seine et pas forcément vers le sud du département. Un grand axe Seine. Il y a un axe Seine, il y a Aussi une opération les d'intérêt national, il y a un axe Seine qui est l'axe, l'épine dorsale entre Paris et son port, je veux parler du Havre. Donc on a un même bassin d'emploi, on a des flux, des infrastructures de transport qui sont axées, donc on a quelque chose, on a un bassin de vie à partager. Je ne sais pas où il doit s'arrêter, je pense que cette loi, en tout cas telle qu'elle est présentée, n'est à mes yeux n'est pas une bonne loi. Paris Métropole n'est pas quelque chose de satisfaisant. Mais si c'est la loi, Duralex, c'est l'ex. Oui, non, mais c'est la loi, effectivement, à moins que la majorité change au Sénat, ce qui n'est pas encore évident. C'est pas à l'ordre du jour. Mais bon, mais 200 000 habitants, ça fait pas mal. Ça veut dire qu'il faut aller vers les Mureaux, qu'il faut aller ça suffit pas. Vers Poissy, il faut aller jusqu'à Poissy. Mais j'ai pas l'impression. Oui, non, mais il y a déjà une communauté d'agglo chez nous aussi. Je sais bien. Voilà, qui s'est construite heureusement. Sinon, les villes de la communauté des deux rives auraient été éclatées dans différentes communautés autour, tandis que là, elles ont pris une autonomie et elles ont des projets. La question qui m'interpelle, c'est que finalement, il n'y a pas eu de contact de la CAMI vers les deux rives et vice versa d'ailleurs, pour l'instant, comme s'il y avait eu quelque chose de coupé entre les deux. J'ai un petit peu de mal à parler pour la CAMI parce que je dirais les échanges, surtout les échanges sur les sujets capitaux et les sujets d'avenir ne sont pas extrêmement fluides. L'échange épistolaire. C'est moins qu'on puisse dire. Ah, donc, oui, d'accord. C'est un sujet qui n'est jamais arrivé sur une table pour qu'on en ait un débat. Compte tenu de sa profession, le président a un droit de veto là-dessus, si je puis dire. Alors ça, c'était vraiment le bon mot. Je ne sais pas s'il exerce encore. Je plaisantais. Moi aussi. J'ai lu mon vache. On aura très peu parlé des municipales, Pierre, et je pense que vous devez être content qu'on n'en ait pas beaucoup parlé, puisque comme ça rentre pas dans les comptes de campagne, en tout cas, aucun risque. Aucun risque. On parlait tout à l'heure de la CAMI, on vient encore d'en reparler. L'axe Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie est un axe important pour les projets de l'agglo actuel, sans parler de l'agglo dans quelques années. Cet axe n'a pas forcément fonctionné sur ces dernières années. Comment envisagez-vous l'avenir avec Mantes-la-Ville ? Je pense que les deux villes-centres ont un grand nombre de sujets à partager. Il suffit de regarder les préoccupations qui se sont fait jour à différents moments, que ce soit sur des sujets comme le transport, comme le sport, comme la culture. Il y a des tas de sujets qui sont des sujets à partager. Et une agglomération, nous ne sommes pas dans une communauté de communes, comme certains voudraient nous le faire croire. Nous sommes dans une communauté d'agglomération, et une communauté d'agglomération, ça se construit autour de son centre. Le centre, il est constitué de deux villes, en tout cas le centre de l'agglomération, je ne parle pas du bassin de vie. Et évidemment, il y a des sujets qui sont des sujets qui, par nécessité, d'ailleurs, sont déjà partagés, continueront à se partager. Mais est-ce que Mme Brochot a conscience qu'elle fait partie de la ville-centre, des villes-centres ? Ça, il faut que vous invitiez Mme Brochot ici. Moi, je ne veux pas répondre pour elle. Vous savez, je ne suis pas dans un conflit. Vous avez bien un avis, monsieur le maire. Je ne suis pas dans un conflit. On vous demande votre avis. Pas de langue de bois, mais moi, je ne fais pas de langue de bois. Puisque vous me parlez justement de l'avenir, moi, je ne suis pas en train de parler de ce qu'ont été ces dernières années. Pour X raisons. Vous savez, je ne suis pas un homme du passé, moi. Et donc, ça m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on va construire l'avenir. Quels sont les projets qu'on va partager. Moi, ça m'intéresse. Pourquoi à l'agglo, il y a des hommes du passé ? Je ne sais pas, c'est vous qui le dites, Je vous pose la question, monsieur le maire.
vous savez, chacun aura certainement les uns les autres peut-être envie de prendre un petit peu de recul. Pas exagérer. Annette, dernière question, pas très facile. honneur aux femmes. Non, c'est pas une question, c'est le prolongement de la réponse ou de la non-réponse de monsieur Vialet. Décidément, si maintenant il fait les réponses et puis vous voulez continuer, on va où cette émission, les gens de droite sont à gauche, les gens de gauche sont à droite. Allez-y, madame Paul. Tout de Pourquoi suite, vous comme pensez il y que va. c'est- pourquoi vous pensez que c'est Allez-y, toujours Annette, binaire finissez la réponse de- Mais non, mais Le Michel territoire n'est pas binaire, la Bible. Bon, Non, l'avenir. mais c'est la réponse de- géographiquement et sociologiquement parlant, il y a effectivement deux villes. Il y a un axe entre les deux. Les deux villes sont tellement imbriquées l'une dans l'autre que l'une ne peut pas réfléchir sans l'autre. Il suffit que l'une mette un sens unique sur une rue qui arrive sur un des ponts au-dessus de la voie ferrée pour que ça fiche complètement à l'air le plan de circulation de l'autre ville. Donc il est évident que techniquement, je ne parle pas politiquement, je dis simplement techniquement, aucune des deux villes ne peut réfléchir sans l'autre. Bien sûr. C'est clair. Annette, ça vous démange la politique, hein? Ouais, on Mais dirait- nous avons- Vous avez envie de mais- revenir. Nous avons déjà... Ah, on le Donc, sent. si je Ah, comprends on bien, le il y a une ville Pierre, Paul. Pierre, J'ai il nous- juste il nous quelques reste- idées, c'est Eh tout, oui, comme bien tout le sûr, monde. Annette, bien Il y a- sûr. On il y a- sent vraiment que ça la démange de revenir en Donc, politique. si je comprends bien, il y a une Pierre. ville Paul, c'est Mantes au sens large. Oui. Et donc, l'avenir, c'est Pierre et Paul. C'est ça? Bon, ça on va. va arrêter là. On va arrêter là. Merci, monsieur le maire, de vous être déplacé jusqu'à nos locaux. Merci, Annette et Pierre, pour On a votre bien les humour. connaît. Voilà. Merci la Bible. Et puis, je rends l'antenne à Margot. Et je sais qu'il y a un invité de Marc tout à l'heure. Et ben, je vous laisse en compagnie de C'est Margot Jean-Luc et de son Escriva. invité. Alors, j'ai entendu Stevie Wonder dans le casque. Oui, il a tout travaillé avec lui un morceau à l'harmonica. Ouais. Stevie Wonder intervient à l'harmonica sur un de ses morceaux. On en parle à partir de 18h sur LFM. Eh ben, bonne émission et au revoir aux auditeurs. À la semaine prochaine. Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM.